Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être venus. Bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons organiser cette première rencontre et dialogue sur le commerce consacré au rapport sur le commerce mondial 2021, la résilience économique et le commerce. Et ce sera une bonne occasion d'examiner la manière dont se comportent les économies et le commerce face aux catastrophes, qu'elles soient causées par l'homme ou naturelles. Il s'agit d'une série de webinaires qui a commencé en novembre 2021. Il s'agit là d'un rapport que nous vous présentons aujourd'hui, qui est une publication actuelle. À l'occasion de l'année 2021, nous nous sommes penchés sur le commerce, la politique commerciale et la résilience économique. Voilà comment nous allons fonctionner. Et mon collègue José Antonio Montero, avec Eddie Beckers et Marc Mekada, qui vont vous présenter différents domaines, un aperçu des différentes sections du rapport, et ensuite Madame Catherine Ross de l'Université de Californie va réagir à ce rapport en vous donnant son éclairage. Il restera ensuite un créneau horaire pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions, faire vos observations. Vous pouvez les inscrire via le chat, mais nous préférons que vous les posiez oralement. Sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole à José Antonio Montero, qui va nous faire son petit exposé avec quelques éléments d'information sur le rapport sur le commerce mondial 2021. José, la parole est à vous. Merci Bob. Bonjour à tous. Comme vous êtes nombreux à le savoir, le rapport sur le commerce mondial est une publication phare de l'OMC. Le rapport 2021 a été élaboré sous la responsabilité d'Annabelle Gonzalez et Robert Koopman, respectivement directrice générale adjointe et chef de la division recherche. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont co-auteurs de ce rapport. Et nous avons un certain nombre d'analyses de données et de chiffres qui nous ont été livrés par d'autres collègues. Ce rapport est le résultat d'un effort collectif. Cela n'aurait pas été possible sans la collaboration des autres divisions du secrétariat de l'OMC qui ont apporté leurs contributions et leurs observations précieuses, et je voudrais saisir cette occasion pour les renouveler, pour leur renouveler mes remerciements. Par ailleurs, nous avons bénéficié d'experts externes à l'OMC qui viennent des milieux universitaires, d'autres organisations qui ont fait part de leurs remarques pertinentes. Nous avons également des professeurs d'université du programme Les chaires de l'OMC qui viennent du Kenya, de Maurice, de la Tunisie et qui ont fait des contributions spécifiques à leur pays ou à leur région et qui ont extrêmement enrichi le rapport. Le rapport sur le commerce mondial est d'une certaine manière censé répondre à trois questions qui sont liées entre elles au sein de trois chapitres. La première question est de savoir pourquoi la résilience de l'économie est importante, quels sont les types de risques, de chocs qui se posent aujourd'hui et quels sont ceux que l'on peut prévoir à l'avenir, et comment une gouvernance de l'économie fondée sur des bases solides peut y répondre. Une deuxième question, quel est le rôle du commerce dans la résilience de l'économie? Comment le commerce peut accroître l'exposition aux risques et aux chocs dans certaines circonstances, mais aussi favoriser la relance de l'économie, et la résilience, pardon, de l'économie. Et puis pour terminer, le dernier chapitre pose une question importante, à savoir quel est le rôle de la coopération internationale pour construire la résilience de l'économie? Comment l'OMC et d'autres instances de coopération internationale contribuent à renforcer la résilience de l'économie aujourd'hui
et continuerons à le faire à l'avenir. Merci, José. Merci d'avoir ainsi présenté les choses. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue, M. Martini, qui va présenter le deuxième point, à savoir pourquoi la résilience économique est importante. Bon, Roberto, nous voyons votre écran, mais nous ne vous voyons. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit votre exposé que nous voyons à l'écran. Il faut ouvrir votre micro. Oui, il faut ouvrir le micro. Non, nous ne vous entendons toujours pas. Excusez-moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la section B a pour but de répondre à la question de savoir pourquoi la résilience de l'économie est importante. Pour y répondre, nous nous penchons sur le type de risque et de choc auquel est confrontée l'économie mondiale aujourd'hui et quels sont les risques et chocs qu'elle va rencontrer probablement à l'avenir et comment cela a des répercussions sur l'économie et le commerce. Comment les entreprises et les gouvernements y répondent. Ce faisant, nous nous rendrons compte que les risques et les chocs sont en train d'augmenter, en tout cas dans certaines catégories, avec une perturbation de l'économie et du commerce, mais leurs conséquences dépendent de la manière dont agissent les gouvernements, les entreprises, les ménages, et tout ceci, c'est important de le prendre en considération. Excusez-moi, j'ai quelques difficultés à passer à l'écran suivant. Voilà, je crois que ça fonctionne maintenant. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les données factuelles qui illustrent la fréquence et l'intensité de ces chocs. Et nous avons constaté que l'économie est de plus en plus exposée à certains types de risques et de chocs. On peut les considérer comme étant de trois catégories: naturelles, technologiques et opérationnelles et socio-économiques. Les données nous montrent que pour ce qui concerne les catastrophes naturelles, les risques naturels, on ne s'attend pas à une augmentation des catastrophes telles que les tremblements de terre, par exemple, mais d'autres types de chocs qui appartiennent à cette catégorie, liés à la météorologie, pourraient augmenter. Il est assez probable qu'ils augmentent à l'avenir en raison du changement climatique. En ce qui concerne les données liées aux risques technologiques et opérationnels, là, il s'agit des risques liés aux accidents industriels, les incendies d'usines, les accidents de transport tels que les naufrages de navires. Eh bien, ce type de risques ont tendance à diminuer grâce aux innovations technologiques. Par contre, le nombre de cyberattaques ont augmenté et devraient continuer à augmenter à l'avenir. Et ceci est dû au fait que la technologie est de plus en plus accessible et de plus en plus utilisée. Les tensions géopolitiques et les inégalités sont également en pleine expansion et c'est ainsi que l'on peut constater une augmentation des risques et des chocs socio-économiques, les guerres commerciales, les crises financières. Et lorsque l'on se penche sur les données, sur l'incertitude, eh bien, on peut constater que
l'incertitude ne fait qu'augmenter. Les chocs provoquent des dégâts, des perturbations. Cela n'a pas que des conséquences sur la vie des personnes. Lorsqu'il y a des accidents d'usine ou dans le cadre de la COVID, cela provoque destruction et décès dans le monde entier. Et les chocs lancent aussi un cycle de relance de l'économie après la destruction d'équipements matériels ou d'infrastructures. Parfois, il y a des conséquences de l'effet domino suite à certains phénomènes tels que la pollution, la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Dans le cadre de la COVID-19 ou après l'accident de Fukushima en 2011, nous avons constaté que un accident s'est produit au Japon, mais les conséquences se sont fait ressentir en Amérique du Nord par l'effet des chaînes d'approvisionnement. Bien sûr, tout cela a d'énormes répercussions sur le commerce. On peut assister à une augmentation des coûts commerciaux, des perturbations de la demande et de l'offre d'exportation et d'importation. La COVID-19, par exemple, a quant à elle provoqué des millions de décès dans le monde entier, une chute de 3,3% du PIB mondial, c'est le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les économies avancées ont mis en place des mesures d'incitation fiscale et monétaire égales à peu près 25% du PIB pour favoriser la relance. On a assisté à une flambée des prix du transport aérien avec des fermetures et des contrôles aux frontières, et puis des conséquences absolument très importantes sur le commerce avec une contraction de 9,6%. L'ampleur de ces conséquences dépend de multiples facteurs. Lorsque l'on fait une comparaison assez simple entre la crise financière et la COVID, quant aux conséquences de ces phénomènes sur le commerce, eh bien, on a une instance de l'importance de la manière dont se produit ce choc. Par exemple, la crise financière, c'est quelque chose lié à l'action humaine. Il s'agissait de biens intenses en échanges commerciaux, ce qui a provoqué une chute extrêmement brutale des échanges commerciaux. À peu près 10,4% et une chute du PIB de moins 0,6%, alors que pour la COVID, le choc de l'offre est surtout lié aux mesures de restriction, confinement, etc. Les effets du télétravail, les mesures de distanciation, le choc humain ont affecté la manière de faire des affaires. Et puis, nous avons également assisté à un bouleversement de la demande. On a constaté que le commerce s'est montré beaucoup plus résilient que pendant la crise financière mondiale. Si l'on prend comme paramètre de mesure la chute du PIB, la chute du PIB était beaucoup plus importante que celle des flux commerciaux. Lorsque l'on constate quelles sont les différences entre les deux, eh bien d'abord, on a continué à avoir pas mal de demandes de produits manufacturés. Ensuite, on a quand même eu des possibilités grâce au commerce électronique pour absorber cette crise et l'on a pu passer au numérique pour un certain nombre de choses. Cela dit, ces chocs ont un certain nombre de conséquences sur le commerce. En général, il y a un certain nombre de choses qui interagissent entre elles. Par exemple, les catastrophes naturelles affectent la production agricole et des services tels que le tourisme. Les accidents de transport sont plus susceptibles d'avoir des conséquences sur les produits qui doivent être livrés en temps et en heure. Les conditions initiales ont également des conséquences. Les pays en développement ont tendance à être beaucoup plus durement frappés que pendant la crise financière, par exemple. Les déficits de compte courant à l'occasion de la crise financière et puis le manque de diversification pendant la crise de la COVID. Les problèmes climatiques concernent davantage les petits États insulaires en développement
Et les chocs liés à des crises socio-économiques ont plus de chances de porter un coup dur aux pays ayant des institutions relativement faibles. À long terme, il semblerait que après un choc, certaines personnes sont moins susceptibles de poursuivre leurs études. C'est un exemple. En fait, on a dit que les questions d'égalité hommes-femmes étaient concernées également. On a dit que la COVID-19 affectait particulièrement les femmes. C'est le cas dans certains secteurs. Les politiques publiques sont un élément essentiel pour déterminer quelles seront les conséquences d'un choc sur le commerce. La plupart du temps, les gouvernements réagissent par des politiques expansionnistes, que ce soit sur le plan fiscal ou monétaire, avec des réductions fiscales, des subventions à la production, des taux d'intérêt plus bas, des réglementations pour réduire l'incertitude, des mesures environnementales et de santé, et puis la politique commerciale. La politique commerciale, c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement et que nous allons approfondir. Lorsque l'on examine la politique commerciale et la manière dont les États répondent au choc, ce que l'on constate, c'est que ce sont une combinaison de politiques de libéralisation et de restriction. Et les mesures de restriction commerciale sont utilisées, par exemple, avec des restrictions d'importation pour protéger les marchés nationaux, et protéger l'économie d'une augmentation des prix des biens essentiels, comme par exemple pendant la crise financière, ou alors pour prévenir des pénuries de biens essentiels. Ça a été le cas pendant le Covid avec les équipements de protection. S'ajoutent à cela les mesures de facilitation des échanges pour garantir la fourniture de marchandises essentielles et pour que les urgences fonctionnent bien et pour favoriser la phase de relance. Pendant la crise de la Covid, les données issues des observations effectuées par l'OMC nous montrent que les mesures Covid sont surtout des mesures SPS pour les biens et les services. Et la majorité des mesures de restriction ont été des restrictions à l'exportation. Ce sont des mesures qui ont été assez rapidement mises en place et également levées, mais elles ont suscité tout un débat sur la durabilité des chaînes de valeur mondiales et la résilience économique. Il n'existe aucune définition universellement reconnue de la résilience d'une économie. Notre rapport nous permet de définir la résilience comme une combinaison de différentes actions qui peuvent être entreprises avant, pendant ou après un choc économique. Si cette droite représente l'évolution d'une économie, vous voyez la phase de préparation avec un certain type de politiques qui sont mises en place pendant cette phase. Ce sont des politiques qui visent à réduire le risque d'un choc. Par exemple, les entreprises cherchent à diversifier leur chaîne de fourniture. C'est ainsi que l'on peut être moins exposé à un choc. Quant au gouvernement, les gouvernements vont par exemple prendre des mesures pour améliorer la résistance aux tremblements de terre. Et pendant la crise de la COVID, nous avons constaté un certain nombre de politiques qui avaient été mises en place pour minimiser les effets néfastes des chocs. Par exemple, le télétravail dans le contexte de la crise de la COVID ou encore les aides au chômage mises en place par les États. Une fois que la catastrophe a frappé, on assiste à la mise en place de politiques de résilience économique qui sont axées sur la relance. C'est à cette étape-là que les États peuvent se concentrer sur les politiques monétaires pour accroître et améliorer la production. Je vais m'en tenir là et je vais maintenant donner la parole à Eddie qui va nous expliquer comment le commerce peut favoriser la relance. Merci Roberta.
Je vais me concentrer sur la partie proprement commerciale, à savoir le rôle du commerce pour la résilience des économies. Je crois que le message est assez simple. Il s'agit de dire que le commerce sert à deux choses. D'abord, il peut contribuer à la propagation des chocs de différentes manières. La manière la plus simple, c'est ce que vous avez vu à l'occasion de la pandémie. Les pandémies peuvent se propager plus rapidement avec le commerce des animaux vivants, mais aussi avec les déplacements humains, le tourisme. Et là, à l'occasion de ce rapport, nous ne manquons pas de souligner que il s'agit surtout, semble-t-il, d'un commerce illicite d'animaux vivants qui est à l'origine de la propagation et les mesures de contrôle qui sont en place, notamment à travers des règles internationales, lorsqu'elles sont respectées, semblent être relativement efficaces pour limiter la propagation de maladies par le biais du commerce d'animaux vivants. Bien évidemment, il y a débat là-dessus et le rapport contribue à cette discussion. En ce qui concerne la mobilité, bien sûr, si tout le monde ferme ses frontières à court terme, il est possible de limiter la propagation d'une pandémie, mais un grand nombre d'études nous montrent qu'à long terme, ce n'est pas véritablement une solution. De surcroît, la mobilité est importante pour la diffusion des connaissances, ce qui, à son tour, peut être un facteur déterminant pour trouver des solutions rapides, plus rapidement en tout cas, à la crise. Un autre lien important entre le commerce et les chocs, c'est le changement climatique. Le changement climatique peut provoquer des catastrophes naturelles. Nous avons déjà dit que le commerce était responsable d'une petite proportion des émissions de gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, le commerce peut aussi faire partie de la solution au changement climatique par le biais de la diffusion de technologies vertes, mais aussi ce que nous montrent les études, c'est qu'une fois que le changement climatique s'est produit, les échanges commerciaux peuvent aider les pays à réduire les conséquences des chocs, c'est-à-dire faciliter leur adaptation. Pour terminer, et c'est là que le rôle de l'OMC prend tout son sens, la volatilité des coûts commerciaux peut perturber la donne. Il peut y avoir énormément de volatilité dans les coûts de transport, mais cela peut aussi être conditionner les politiques commerciales qui sont à leur tour une source de choc. Ainsi, les politiques publiques mises en place sont essentielles pour éviter que ces mêmes politiques publiques, politiques commerciales deviennent une source de choc. Si l'on regarde l'autre face de la médaille, la situation est nettement plus favorable puisque le commerce peut aider à se préparer au choc, à faire face au choc et à se remettre plus facilement des chocs. Dans la phase de préparation, il faut savoir qu'à long terme, le commerce peut élargir les ressources dont dispose un pays pour se préparer au choc. On peut aussi constater que le commerce facilite la possibilité de se doter de toute une palette de services qui sont nécessaires pour faire face à des chocs, par exemple les assurances, les télécommunications, les prévisions météorologiques. Le commerce peut aussi être très important pour que les marchés publics soient passés efficacement, ce qui bien souvent est essentiel face à une crise. Ensuite, pendant la phase au cours de laquelle on fait face au choc proprement dit, le commerce est important puisque si un pays est capable d'avoir des échanges commerciaux, il pourra se doter des biens essentiels plus rapidement, les biens essentiels nécessaires dans le contexte de la crise. Il pourra résorber les pénuries plus rapidement. Et à long terme, le commerce favorise la spécialisation et l'effet domino des connaissances, accélérant ainsi la mise au point d'un certain nombre de produits tels que les vaccins, par exemple. Pendant la phase de relance, c'est une remarque assez générale qui vaut aussi pour la phase de la crise proprement dite. Par les échanges commerciaux, il est possible d'avoir davantage de demandes pour ces exportations.
Ça permet aussi de favoriser la disponibilité des intrants intermédiaires du côté des importations. Et puis, ce qui est également abordé dans ce rapport, c'est ce que l'on constate aujourd'hui, les pays peuvent mettre en place différents types de réformes commerciales au cours de la phase de relance, de nature à les aider à s'en remettre. Par exemple, la facilitation des échanges ou encore favoriser la numérisation. Pour en revenir au rôle du commerce pour la relance, notre collègue Victor a mis en commun ces données pour illustrer le fait que plus un pays a d'échanges commerciaux, plus un pays avait d'échanges commerciaux au début de la pandémie, moins il a été gravement touché par la pandémie. Je veux dire par là que les pays qui avaient une faible part dans les échanges commerciaux, moi j'aurais dû dire la chose dans l'ordre inverse. Les pays qui ont été les plus durement touchés par la crise de la Covid ont eu une certaine évolution de leur PIB. Là, vous avez les pays qui ont été les plus négativement affectés. On vous montre ici que le commerce peut vous aider à vous isoler des chocs. Dans ce cas, on l'a montré avec la Covid. Et pour terminer, ce que nous montrons ici, c'est que la diversification a un rôle de plus en plus important à jouer. Mais avant d'entrer dans le détail de cela, et que faire face à cette dichotomie qui veut que d'un côté, le commerce peut favoriser la propagation des chocs, mais aussi nous aider à faire face aux chocs et se remettre après les chocs. Alors, il y a des travaux empiriques qui nous montrent que la diminution des coûts commerciaux qui se manifeste par l'ouverture commerciale contribue à une réduction de la macroéconomique, de la volatilité macroéconomique. Tout à l'heure, lorsque je parlais de la propagation des chocs, je prenais l'exemple de la propagation de la pandémie, mais lorsque l'on regarde la variable des résultats économiques, il semble assez clair que le rôle joué par le commerce pour mieux se préparer au choc et mieux faire face au choc est évident lorsque l'on regarde ces chiffres. Ce qui est crucial, c'est le rôle du commerce pour vous aider à vous diversifier. Si vous considérez que le commerce lui-même est un outil de diversification, vous pouvez très bien ne pas être concerné directement par un choc qui se produit là où vous êtes, mais vous pouvez être touché par un choc distant. Et là, le commerce est important. Il est important de diversifier ces échanges commerciaux avec un grand nombre de pays différents. Si vous êtes dépendant de la situation nationale de votre pays et de celle d'un seul autre pays, vous êtes assez vulnérable. On constate également que la diversification est associée à une volatilité moindre. Lorsque l'on examine les données, heureusement, on constate que la diversification est assez lente. Elle a été assez lente ces 10 dernières années. Et ici, nous avons les données qui ont été collectées par nos chercheurs et nous voyons que les pays qui ont davantage de diversification ont une volatilité moindre. Et comme je l'ai dit, ces études que nous citons ici étudient l'évolution au fil du temps avec les pays qui ont augmenté leur ouverture et qui ont réduit leur volatilité macroéconomique. On voit donc ici une illustration avec un meilleur lien de causalité quant à l'impact de la diversification sur la volatilité. Et nous voyons ici ce qu'il en est. Et enfin, nous montrons ici comment la diversification évolue au fil du temps. En 2003, axe horizontal et 2018, axe vertical, nous voyons que la plupart des points sont au-dessus de cette ligne à 45 degrés. Donc, la plupart des pays ont développé leur diversification. Il y a d'une part les produits, d'autre part les exportations, mais les exportations sur le plan géographique. Voilà ce que je souhaitais dire et je cède la parole
à Marc qui va nous parler du rôle de l'OMC et du commerce international. Merci beaucoup, Eddie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mes diapositives? Oui. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous parler de la coopération commerciale et de la coopération en général, en m'appuyant sur ce que Eddie nous a dit au sujet du rôle du commerce. Dans la section D, nous allons parler de la coopération entre les gouvernements et la façon dont elle peut accroître la résilience et réduire les risques, les dangers, etc. La section D examine 5 questions. Elle est en 5 parties. D'abord, pourquoi la coopération internationale est-elle importante pour la résilience économique et quelle forme prend-elle? Ensuite, la coopération internationale en matière de politique non commerciale et comment elle peut contribuer à réduire les risques et les vulnérabilités. Et comment il peut y avoir une cohérence entre la coopération pour les politiques non commerciales et les politiques commerciales et pourquoi cette cohérence est-elle importante. Et ensuite, comment la coopération internationale peut réduire les risques et les vulnérabilités et comment la coopération internationale peut aider à faire face au choc et ensuite comment la coopération internationale peut, donc en matière de politique commerciale, peut faciliter la reprise après un choc. Alors, pourquoi la coopération internationale est-elle importante pour la résilience économique? Nous pensons que, en l'occurrence, quand les gouvernements agissent dans la coopération, ils ne tiennent pas compte des retombées, des mesures des partenaires commerciaux et ils n'adoptent pas suffisamment de mesures qui ont des retombées et la coopération entre les gouvernements peut leur permettre d'avoir des retombées positives et moins de retombées négatives. Par exemple, les restrictions à l'exportation pour des produits essentiels qui ont été utilisés au début de l'année 2020 quand la pandémie a commencé. Ces restrictions à l'exportation ont eu des retombées négatives sur les partenaires commerciaux et la coopération devrait en principe aider à discipliner l'utilisation de ces mesures. Et d'autre part, les bénéfices de la mondialisation ne sont pas partagés de manière égale et l'économie est donc moins résiliente. Et donc, il est important que la coopération commerciale débouche sur des marchés plus ouverts et également un commerce plus inclusif, stable et prévisible qui favorise la diversification des produits, des fournisseurs et des marchés et donc améliore la résilience au choc. La coopération peut également promouvoir une plus grande transparence, un échange d'informations, la prévisibilité du marché mondial et peut aider les pays à mieux évaluer leur capacité de production, à éviter les goulets d'étranglement, à gérer les stocks et à éviter les stocks excessifs. Dans le rapport, nous traitons de la coopération internationale à 3 niveaux. Au niveau multilatéral, dans le contexte de l'OMC, au niveau plurilatéral, mais également au niveau régional. La section D traite de la complémentarité entre la coopération internationale en matière d'économie et de finances, plus généralement, et la coopération internationale en matière commerciale. Et nous expliquons que la cohérence des politiques macroéconomiques est nécessaire pour faire en sorte que le commerce contribue à la reprise après la crise. Cela a été bien compris
Et la question de l'ouverture des marchés a été réaffirmée dans des déclarations, notamment celle du G20 et d'autres organisations économiques et financières. L'OMC contribue à la cohérence des efforts de coopération internationale visant à bâtir la résilience économique et financière et à accroître l'impact du commerce dans la facilitation de la reprise de la croissance et du développement. Le groupe de travail sur le commerce, la dette et le financement ou encore les rapports sur le suivi du commerce. La section D examine également les liens entre les initiatives multilatérales visant à réduire les risques de catastrophes et la coopération en matière de commerce, la coopération internationale en matière de commerce. Et nous concluons que nous pourrions faire mieux en matière d'intégration du commerce dans les initiatives de réduction des risques de catastrophes et que nous pourrions intégrer la réduction des risques de catastrophes dans le débat sur les politiques commerciales. Et je vais me concentrer maintenant surtout sur le niveau multilatéral. Mais avant cela, je dis quelques mots au sujet de la coopération au niveau régional. Le rapport présente les résultats d'un certain nombre de dispositions liées à la résilience dans des accords commerciaux régionaux. Dans ces accords commerciaux régionaux, dans ces ACR, on ne parle pas précisément de résilience. Néanmoins, un certain nombre d'ACR ont des dispositions portant spécifiquement sur la résilience. Et ces dispositions englobent différentes questions, résilience face au changement climatique, catastrophes naturelles, cyberattaques. Et plus précisément, concernant les dispositions sur les catastrophes naturelles, la cartographie nous a montré que les dispositions en matière de coopération étaient les plus courantes en matière de catastrophes naturelles avant de parler d'exemption, de compensation, de pertes, etc. La troisième partie parle de la façon dont la coopération internationale en matière de politique commerciale peut réduire les risques et les vulnérabilités. L'OMC apporte son aide dans 4 domaines. D'abord, l'OMC réduit la volatilité des politiques commerciales qui peut découler des chocs ou qui peut être à l'origine de chocs ou propager des chocs existants. Et elle le fait par le biais de disciplines qui limitent le pouvoir discrétionnaire des membres d'adopter des politiques entraînant des retombées transfrontières négatives et qui encouragent l'inverse. Et d'autre part, l'OMC permet la diversification des importations et exportations et réduit l'exposition des pays aux chocs liés à l'offre et à la demande propre à certains pays. L'OMC, donc, favorise la diversification des exportations grâce à des marchés transparents, prévisibles et ouverts, et également grâce à des dispositions de transparence, à des droits de douane plus bas, la facilitation des échanges, le commerce électronique, avec toutes les discussions sur le commerce électronique, ainsi que l'aide pour le commerce, les initiatives sur le financement du commerce. Tout cela joue un rôle dans le soutien de la diversification des importations et exportations. Il y a également des initiatives sur la facilitation des investissements et le commerce électronique en cours qui peuvent y contribuer. L'OMC aide à renforcer la résilience des chaînes de valeur mondiales, notamment pour les biens essentiels. C'est une partie importante de la discussion. L'OMC le fait en imposant des disciplines aux politiques de relocalisation, en procédant à une collecte d'informations sur les chaînes de valeur, en facilitant le commerce et en offrant une collaboration pour les normes et en évaluant et en gérant les risques sur les coulées d'étranglement. Et l'OMC aide à
renforcer la préparation aux situations d'urgence et limite la propagation des chocs avec de meilleures pratiques en matière de marché public et également en se préparant à des perturbations des services essentiels et en limitant la propagation des maladies par le biais du commerce et à la mobilité liée au commerce. D'autre part, cette coopération internationale peut aider à faire face aux chocs. L'OMC peut aider à garantir l'accès aux produits essentiels. Nous avons dit tout à l'heure qu'elle pouvait aider euh, dans le contexte de la préparation aux crises, mais également pendant les crises en décourageant l'adoption de restrictions à l'exportation sur les biens essentiels, en proposant de nouvelles formes de coopération internationale, par exemple l'initiative Commerce et Santé, qui est débattue à l'OMC. L'OMC peut également contribuer à dynamiser la production de vaccins et à mettre à disposition des vaccins pour les pays les plus pauvres. Nous avons eu des discussions sur ce sujet important. Nous avons traité de la façon dont les droits de propriété intellectuelle ne devaient pas empêcher le déploiement des vaccins, tout en facilitant la mise à disposition de technologies appropriées. Nous avons également traité de l'ouverture des marchés pour obtenir des intrants essentiels et nous avons également eu l'équipe sur le COVID-19, les traitements et les outils diagnostiques pour les pays en développement. Et enfin, l'OMC peut aider à atténuer les réponses protectionnistes au choc et également peut imposer des disciplines au soutien d'urgence. Et enfin, cette coopération internationale peut également aider dans le contexte de la reprise au sortir d'un choc et elle peut le faire de différentes façons. L'OMC peut accélérer la reprise économique grâce à un meilleur accès au marché, à une plus grande diversification, je l'ai déjà dit. L'OMC et les contextes multilatéraux, plurilatéraux et régionaux peuvent également aider dans la phase de reprise, tout autant que pour faire face au choc. Nous avons parlé également du renforcement de la structure, de l'infrastructure numérique pour que les pays les plus pauvres puissent participer pleinement au commerce. L'OMC peut renforcer les capacités commerciales pour permettre aux pays en développement et aux PMA de bénéficier de perspectives commerciales avec l'aide pour le commerce, le CIR ou le STDF. Et enfin, l'OMC peut aider à la reprise verte, entre guillemets, dans le contexte d'efforts généraux de durabilité et de promotion du dialogue et d'échange d'informations à l'OMC sur des questions où il y a un recoupement entre les politiques commerciales et environnementales. Pour résumer, l'OMC contribue déjà activement à la résilience économique par le biais d'une réduction des obstacles au commerce, de procédures douanières simplifiées, d'une transparence et d'une prévisibilité des politiques, du renforcement des capacités et également par le biais de la collaboration avec d'autres organisations internationales et régionales. Et dans le même temps, l'OMC pourrait renforcer encore davantage la résilience économique dans différents domaines en renforçant les mécanismes de transparence, en précisant l'utilisation des restrictions à l'exportation sur des produits essentiels et également en offrant une meilleure coordination au marché public pour ces biens et services essentiels, en faisant un travail plus poussé sur le commerce électronique, les MPME et également l'optimisation économique des femmes et en renforçant la coopération existante avec les formes de coopération internationale et régionale. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup, Marc, Roberta, Eddy et José Antonio pour cet excellent aperçu du rapport
sur le commerce mondial. Et à présent, je vais donner la parole à Katie Russ, qui va nous présenter sa perspective. Elle est professeure d'économie à l'Université de Californie et elle est également chercheuse au PIE et elle est également euh, en charge de questions économiques auprès de la Maison-Blanche. Je donne la parole à Katie. Et avant de lui donner la parole, j'aimerais encourager les participants au nombre de 111 à préparer des questions. J'ai remarqué quelques noms dans la liste qui auraient certainement des questions à poser par la suite. Donc, réfléchissez-y déjà. Et en attendant, je donne la parole à Katie. Merci beaucoup. J'aimerais remercier toute l'équipe chargée des questions économiques à l'OMC sur l'analyse très fouillée qu'offre ce rapport. Et c'est là une étude courageuse du commerce et de la résilience, serais-je tentée de dire. La résilience est souvent définie comme étant un retour à un niveau de PIB ou de chômage identique à celui qui est préalable au choc. Mais l'OMC le définit de manière plus générale, c'est la capacité d'un système, y compris les entreprises et les gouvernements, à prévenir les chocs, à s'y préparer, à y faire face et à s'en remettre. Et vous l'avez certainement bien compris en entendant les différentes présentations. Et j'espère que je vais compléter ce que vous avez entendu parce que ce qui n'est peut-être pas ressorti clairement des présentations, mais qui est très clair dans le texte, c'est que l'OMC met l'accent sur l'équité dans tout le texte du rapport. Beaucoup de personnes parlent d'équité, mais comment peut-on définir l'équité? Dans ce rapport, on définit l'équité de manière quantitative en traitant de dangers et de risques. Alors, comment opposer les deux? C'est une question qui est souvent euh, controversée, mais en l'occurrence, on définit le danger comme une force destructrice qui existe ou qui risque de se matérialiser, et le risque est le danger plus la probabilité d'être exposé à ce danger et la probabilité euh, de subir un préjudice si on est exposé au danger. Donc, l'équité dans ce rapport dit que l'équité nécessite d'apprécier la probabilité d'être exposé au danger et de subir un préjudice pour cette raison. Et cela, me semble-t-il, éclaire la problématique sous un jour très intéressant, ce qui montre l'importance de l'inclusion et de l'équité dans l'évaluation des risques et dans l'évaluation du rôle du commerce dans la propagation ou l'atténuation des risques. Et cela montre que la coopération internationale dépasse le simple cadre commercial. Et on traite notamment de l'environnement et on parle du fait que les ménages à faible revenu ou les économies à faible revenu sont touchées de manière disproportionnée, et il en va de même de la problématique de l'accès aux médicaments, notamment pour la COVID-19. Alors, comment l'OMC peut-elle favoriser un système commercial mondial qui atténue les risques plutôt que de créer des risques, et ce, plus particulièrement pour les plus vulnérables? Les autres avant moi ont parlé de la diversification. Et on l'a bien compris dans ce que Eddie nous a dit, la diversification est certainement l'argument massue dans ce rapport qui explique que le commerce peut réduire les risques. Et plus il y a de sources d'intrants euh, pour une entreprise, et plus elle a de marché pour vendre ses produits, plus elle peut se diversifier et ne pas courir de risques propres à un pays. Il en va de même pour un pays. S'il y a un problème de récolte dans un pays, cela ne signifiera pas automatiquement qu'il y aura famine s'il y a d'autres sources d'approvisionnement par le biais du commerce. Et c'est étayé par d'autres données
nous voyons très clairement que d'autres données militent en faveur de la diversification qui crée plus de certitude et de prévisibilité. Lorsque nous songeons à la diversification, nous devons également nous demander si des économies d'échelle liées à un meilleur accès au marché dans le cadre commercial entraînent une plus grande diversification. La plupart des entreprises pensent qu'elles ont des fournisseurs variés, et on a parlé à maintes reprises des chaînes de valeur mondiales, mais peut-être que ces fournisseurs dépendent en réalité d'une même source pour certains minerais ou d'une même installation pour la fabrication de semi-conducteurs. Alors, comment peut-on s'y retrouver? Et comment peut-on dire véritablement qu'il y a diversification ou pas si on remonte en amont? Je ne pense pas que nous puissions utiliser simplement les tableaux pays, secteur, intrant, extrant, qui sont très répandus. Donc, les représentations de la diversification et des risques par ce biais-là peuvent avoir un caractère trompeur. Donc, comment pouvons-nous aller plus loin et dépasser le simple cadre de ces tableaux pour nous y retrouver dans la complexité des chaînes de valeur mondiale, mais je suis certaine que nos collègues de l'OMC pourront nous aider à y voir plus clair. Et d'autre part, le rapport traite sans embâche de la propriété intellectuelle et de l'innovation par opposition à la diffusion. Dans le rapport, on voit une analyse de Golay qui traite de cette question-là de manière générale. Selon lui, la politique en matière de propriété intellectuelle équivaut à faire un arbitrage entre la rapidité de création de nouveaux produits et la rapidité de leur diffusion. Il le formule de façon assez élégante. Le rapport souligne les retards décevants dans la diffusion de vaccins efficaces dans certains pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire pendant la pandémie de Covid-19, donc les vaccins contre la Covid-19. Et ce que tout le monde reconnaîtra certainement, c'est que c'est là une source sérieuse et inéquitable de risques économiques et humains. Et les négociations pour une dérogation à pic pour accompagner une diffusion plus rapide de vaccins contre la COVID-19 ont débuté en octobre 2020. Les progrès ont été lents et il faudrait pourtant que l'on aille plus vite car la vitesse est indispensable. Et si on réfléchit à la façon dont Goulet a formulé le débat, est-ce que nous pouvons réfléchir aux progrès qui ont été faits dans le cadre de ces négociations? Donc, je pense que cela peut présenter un intérêt et le rapport présente également les risques en réfléchissant au commerce et à l'environnement. L'on cite des études que je n'ai pas lues de façon détaillée, mais que l'expansion de la taille du marché peut entraîner une réduction du coût unitaire de la pollution dans la production. Et on cite également Shapiro qui a dit que les droits de douane étaient les plus faibles pour les marchandises les plus sales, entre guillemets. Il a dit cela en 2021. Il parlait là de l'empreinte carbone. Le rapport ne mentionne pas le fait que Shapiro ajoute que pour y remédier, les droits de douane doivent être égalisés dans un pays donné. Donc, dans chaque pays, il faudrait qu'il y ait une égalisation des droits de douane et cela empêcherait cette forme de subventionnement donc pour ces marchandises les plus sales, entre guillemets. Alors, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des constatations surprenantes. Les pays qui semblent les plus engagés en faveur de la protection de l'environnement affichent parfois des résultats surprenants. Donc, pour reprendre la suggestion de Shapiro, on pourrait commencer par égaliser les droits de douane à l'intérieur même de chaque pays, donc pas entre pays, mais à l'intérieur d'un pays. Cela pourrait réduire les émissions de carbone plus que certaines propositions qui sont sur la table à l'heure actuelle et qui ont été difficiles à négocier, difficiles à faire accepter. Donc, j'aimerais savoir ce que les membres de l'OMC pensent de cette proposition de Shapiro, ou alors si les économistes de l'OMC pensent que c'est faisable ou qu'il y a déjà un certain nombre d'échappatoires sous forme de droits compensateurs ou autres. Et enfin,
J'aimerais simplement souligner un domaine de recherche qui n'est peut-être pas immédiatement visible pour tous, compte tenu des silos qui peuvent exister. L'OMC elle-même semble créer un risque croissant concernant la gouvernance de la santé au niveau national et au niveau mondial. Il existe une base de données sur l'OMC et la santé qui est tout à fait passionnante de Barlow et Stuckler, qui nous montre que au comité OTC, il y a eu des contestations des réglementations nationales en matière de santé qui ont connu une augmentation depuis 2001. On voit dans un rapport de la FAO publié sur le site qu'il y a un certain nombre de plaintes qui font état d'écarts par rapport aux normes du Codex Alimentarius, nombre en augmentation. Et euh, il s'agirait de contestations de réglementation nationale. Et j'ai écrit moi-même un article l'année dernière qui affirme que ces contestations peuvent suffire à intimider des pays en développement qui seraient tentés d'affaiblir leur réglementation sanitaire nationale qui donne suite aux recommandations de l'OMS sans qu'il y ait pour autant de différends formels. Par conséquent, l'on a fait en sorte que le Codex Alimentarius devienne plutôt un plafond qu'un plancher pour la réglementation de la santé publique nationale. Dans la pratique, on voit que cela semble être à l'œuvre. Pour comprendre ces régimes conflictuels, parfois, j'ai fait ce diagramme qui montre qu'il y a d'une part l'Organisation mondiale de la santé et la FAO, qui sont les instances qui chapeautent le Codex Alimentarius. Et le Codex Alimentarius est à l'origine de normes en matière de sécurité sanitaire des aliments qui sous-tendent tous les accords de l'OMC qui portent sur des normes internationales qui ensuite permettent de trancher sur le caractère restrictif pour le commerce ou non de certaines pratiques. Et donc, la plupart des accords commerciaux régionaux modernes qui citent les accords de l'OMC sont également concernés. Et on voit ici que le Codex Alimentarius, qui est administré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et étant donné que l'OMS a ses propres lignes directrices en matière de santé publique, il peut y avoir conflit entre les normes du Codex et les recommandations de l'OMS. Et donc, il y a une complexité des régimes. La commission du Codex Alimentarius n'est pas soumise à un examen strict de conflit d'intérêts, alors que c'est le cas pour l'OMS et certaines industries pensent que les recommandations de l'OMS vont interférer avec l'accès au marché, mais que les normes du Codex sont moins susceptibles de le faire si l'influence de l'OMS est minimisée au sein du Codex et de l'OMC. Donc certains lobbyistes ont travaillé d'arrache-pied pour discréditer la base scientifique des lignes directrices de l'OMS depuis 2016 pour les empêcher d'être acceptées comme des normes internationales, à l'instar de celles du Codex Alimentarius à l'OMC. Et j'aimerais simplement signaler ici que la pandémie est intervenue alors que cela faisait déjà plusieurs années que ce travail de lobbying et de relations publiques était à l'œuvre aux États-Unis. Alors peut-être qu'il faut prendre du recul, mais on voit qu'aux États-Unis, c'est le cas et les relations ne sont pas au beau fixe entre les États-Unis et l'OMC depuis la pandémie. La rigidité de l'interprétation des règles du Codex par les comités de l'OMC est également une vulnérabilité
quand on songe notamment à la question des pesticides qui va être traitée cette année, et peut-être que l'OMC souhaitera examiner cette question de manière plus holistique. Donc, pour résumer, il s'agit d'un rapport véritablement courageux et très ambitieux sur le commerce et la résilience. Il est très bien rédigé, il est accessible, il est attrayant pour le grand public. Il a des tableaux et des analyses tout à fait fascinantes. On peut également le parcourir au cas par cas et l'on voit que l'OMC s'est manifestement beaucoup préoccupé des inégalités et il faut s'en féliciter. Et on voit que l'on a progressé dans la façon de mesurer et de quantifier euh, les inégalités par le biais de l'évaluation des risques. Et d'autre part, l'OMC a souhaité se saisir de dossiers difficiles comme l'inégalité en matière de vaccins et également les questions d'environnement dans le contexte de la résilience et de la préparation. Donc, je pense que l'image qui est donnée de l'OMC dans ce rapport pourrait servir de base à un nouveau centre pour le commerce mondial qui favorise la résilience et la santé et la prospérité de tous. Bon, j'avais cliqué sur allumer mon micro, mais je n'ai pas cliqué assez bien, visiblement. Merci, Katie, de ces excellentes remarques. Vous avez fait 4 questions-observations qui ont été très intéressantes. Alors, je ne sais pas si l'un de mes collègues souhaite se lancer et y répondre à l'une quelconque de ces questions. Nous avons également des questions de la part des participants. En tout cas, il y a une question d'une personne dont je sais que serait relativement timide. Alors, votre observation sur la diversification et tous les travaux sur la surveillance de la chaîne d'approvisionnement liée au vaccin, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'acteurs du secteur privé qui utilisent l'apprentissage par machine et l'intelligence artificielle pour essayer de traiter les données d'importation, les données commerciales au niveau des entreprises, au niveau des transactions. Donc, les tableaux importation-exportation sont ainsi analysés. C'est assez intéressant ce qu'ils font. Mais la grande difficulté à laquelle ils se heurtent, c'est le manque de couverture. C'est-à-dire que certains pays ont des données très étoffées, par exemple les importations de vaccins, d'autres flux commerciaux visant des produits sanitaires, mais il y a d'autres pays qui n'ont pas ces données. Ce sont donc des études qui ne peuvent pas être retenues en raison de leur échantillon trop faible, échantillon de données trop faible qui est utilisé, mais je pense que ça devrait nous faire penser que ce sont des techniques assez intéressantes. D'ailleurs, il y a maintenant des moyens d'étudier cela sans vraiment divulguer les données transaction par transaction. C'est ce qu'on appelle les systèmes de données fédérés. On utilise cela avec l'intelligence artificielle et l'apprentissage par machine. Alors peut-être que ce serait une bonne approche pour nous permettre une connaissance plus granulaire de ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, ceux qui font cela essayent de le vendre à d'autres entreprises. Il s'agit d'un outil de gestion des risques dans la chaîne d'approvisionnement qu'ils essayent de vendre aux grandes multinationales. Je pense que cela aurait également énormément de potentiel en matière de recherche. Y a-t-il d'autres remarques? L'un des conférenciers souhaite-t-il... Roberta, vous avez la parole. En fait, je pensais à l'une des questions qui consistait à savoir s'il y a des données factuelles attestant d'un lien entre l'ouverture du régime commercial, l'ouverture initiale, la vulnérabilité et la volabilité du PIB. C'est une question qui a été posée.
Il y a beaucoup de littérature scientifique là-dessus, notamment un article célèbre qui montrait que les plus grands pays ont aussi des dépenses publiques plus élevées pour faire face au choc. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que on met beaucoup l'accent sur la diversification dans ces études. J'avais participé d'ailleurs à un travail qui montrait que plus vous êtes diversifié en termes de marché d'importation et d'exportation, plus vous êtes stable. Donc, il y a aussi des données qui montrent que la diversification, ça marche dans les deux sens. Pas seulement la diversification des débouchés, mais aussi des intrants. Et puis, si je peux répondre à une remarque de Katie, la note de réflexion que nous avons dans ce rapport, où il est question de trouver le compromis entre la vitesse de l'innovation et la vitesse de la diffusion de ces innovations. Pour ma part, je me suis toujours posé cette question parce que lorsque l'on diffuse l'innovation, c'est aussi une incitation à innover encore davantage. Peut-être qu'une piste que pourraient explorer les économistes, c'est de chercher à mieux comprendre si c'est un équilibre compromis linéaire ou non. Parce que peut-être à partir d'un certain stade, l'innovation devient un obstacle à la poursuite de l'innovation et là, ce n'est plus vraiment un compromis entre l'innovation et la diffusion, mais plutôt la durée de la protection qui est la vraie question. Peut-être un compromis entre la durée de la protection et la vitesse de la diffusion. Peut-être que nous protégeons certaines choses pendant un délai trop long. Peut-être faudrait-il les protéger pendant un délai moindre. Merci Roberta. Eddie? Merci. Sur cette question concernant les données de la chaîne de valeur et la diversification, vous avez raison. On parle des goulets d'étranglement sur la base des données importation-exportation, mais on n'a pas suffisamment de données. Maintenant, pour ce qui concerne la diversification, tout ce que nous avons est fondé sur le SH6. Donc, à ce moment-là, ce sont des données relativement granulaires, mais on peut quand même constater que la diversification des importations a augmenté. Ce sont des données agrégées, il faudrait voir quelles sont les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement plus précisément. À mon avis, lorsque on fait ces études, on a les données par pays, mais on ne sait pas toujours comment sont collectées ces données au sein des pays. Alors, s'il y a quelque chose que l'on pourrait faire, ce serait identifier, par exemple, sur les semi-conducteurs, regarder quelles sont les lignes du système harmonisé plus liées à cela, et pour les intrants qui entrent dans la fabrication des semi-conducteurs, et ensuite utiliser le système HS6 pour savoir quelle est la situation. Maintenant, pour ce qui concerne le cas des semi-conducteurs, tout le monde sait que la fourniture dépend d'un petit nombre de pays. Maintenant, il y a une autre question dans le chat sur laquelle j'aimerais revenir, le niveau d'intégration et la mesure dans laquelle les accords régionaux pourraient permettre de mieux absorber les chocs. Alors, je pense que ça renvoie à une autre discussion, qui est de savoir si l'intégration commerciale régionale débouchera sur davantage de diversification ou alors sur davantage de spécialisation. Je dirais pour ma part que l'intégration régionale commerciale, bon, c'est toujours de l'intégration commerciale, ce qui est favorable, mais en même temps, le risque, c'est d'aller trop loin dans la spécialisation et ainsi devenir plus vulnérable
face au choc. Et pour terminer, Julia demande ce qu'il en est pour les données importation-exportation des PMA. Donc, il est question de dispenser ces pays de fournir ces informations. Donc, je comprends la question. Ce serait intéressant d'avoir ces données pour les pays à faible revenu. Merci. Effectivement, il y a une initiative qui a pour but, je crois, de ouvrir davantage de PMA. Nous aimerions que cette étude rassemble davantage d'acteurs pour que nous puissions avoir une couverture plus large. Enfin, c'est un travail en cours d'évolution. Je vais donner la parole à Katie dans quelques instants si elle souhaite répondre à ce qui vient d'être dit, mais avant cela, nous avons une question de Hubert Skates dans le chat. Elle nous dit que l'OMC a tendance à vouloir imposer des disciplines sur la relocalisation des chaînes de valeur. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus de quoi il retourne? Vous avez la parole. Bonjour, Hubert. Je vais essayer de répondre à votre question, qui est une excellente question. Ce que nous voulons dire lorsque l'on parle de relocalisation dans ce rapport, c'est que nous ne pensons pas que la relocalisation est forcément la panacée. Nous pensons que l'OMC peut contribuer à fournir d'autres approches pour répondre au problème principal qui s'est posé pendant la crise, à savoir la fourniture de biens essentiels. Et là, il s'agit de tout type de mesures. Par exemple, les informations sur la chaîne de valeur, qui doivent être plus nombreuses, renforcer la résilience, enfin renforcer la chaîne de valeur mondiale. Voilà l'argument principal que nous développons, pour que l'OMC puisse proposer des alternatives aux problèmes que la relocalisation essaye de régler. Le rapport se demande aussi comment on pourrait avoir des disciplines. Il ne s'agit pas d'interdire, de prohiber la relocalisation, mais plutôt faire en sorte que les États s'abstiennent d'encourager avec des subventions et d'autres types de mesures la relocalisation. Voilà, en quelques mots, ce que nous examinons dans le rapport. Merci. Est-ce que, Eddie, vous souhaitez reprendre la parole ou est-ce que c'est la main levée de tout à l'heure? Alors, je vais dire la chose suivante avant de rendre la parole à Katie. Eddie, vous avez parlé du comité SPS et du Codex Alimentarius. À votre avis, quelle serait l'instance adaptée pour examiner cette problématique? Est-ce que vous pensez que ce serait dans le système Nations Unies ou bien au sein de l'OMC? Parce que j'ai cru comprendre que pour vous, cela devait se faire à l'OMC. Maintenant, je ne sais pas si, pour ce qui concerne ce qui devrait advenir de ces normes, cela devrait se faire du côté des Nations Unies. Est-ce que pour vous, cela devrait se faire à la source, en amont ou en aval? Alors pour moi, je dirais les deux, parce que c'est à l'OMC que l'on a ces conflits qui trouvent leur origine. Pas forcément, elles ne seraient pas forcément aussi polarisées, ces conflits, je crois, si les accords de l'OMC si l'OMC, en invoquant le Codex Alimentarius, envisageait une démarche
plus apaisée. On sait qu'à l'OMC, il est possible d'ouvrir la porte au lobbying des acteurs de l'industrie, alors qu'à l'OMS, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile pour les acteurs de l'industrie d'avoir un pied à l'OMS. Et je crois que ce que l'OMC a dit est assez louable pour aboutir à une harmonisation des normes, mais je pense qu'il est temps de revoir la façon dont le système fonctionne et voir si le fonctionnement semble optimal et s'il est adapté à la réduction des risques. Car il y a pas mal de choses qui sont liées à la politique de l'OMS en matière de maladies non transmissibles et nous savons que les maladies non transmissibles ont véritablement augmenté suite à la toute dernière pandémie et il y a eu également une augmentation d'autres risques qui ont des incidences macroéconomiques. Et d'ailleurs, même pour le système commercial mondial, il y a une étude importante qui a été publiée dans le JE qui montre que 20% de l'augmentation de l'obésité ces 20 dernières années au Mexique est attribuable à la plus grande disponibilité d'aliments malsains, entre guillemets, en provenance des États-Unis. Il y a des questions d'étiquetage alimentaire, il y a donc l'étiquetage alimentaire qui peut jouer un rôle, mais il y a tout un lobbying. Donc, on a eu des échanges dans ce sens pendant des comités SPS. Donc, vous voyez que dans les réunions du comité SPS, on a eu un cas où des pays se sont mobilisés pour faire en sorte que le financement du budget de base de l'OMS aille davantage vers le codex pour qu'il soit plus indépendant. Et je crois que l'OMC pourrait donc affiner ses objectifs et ses normes sur la façon d'envisager le codex. Et le codex est indépendant, mais il fait partie des Nations Unies. Alors pourquoi est-ce que l'OMC devrait s'immiscer? Mais les membres de l'OMC se mobilisent à l'OMC pour s'ingérer. Donc, si je peux tenter de préciser pour les personnes qui nous suivent, à l'OMS, ce sont plutôt les ministères de la Santé qui sont représentés, à l'OMC les ministères du Commerce, mais ce sont des gouvernements dans les deux cas. Et donc, la façon dont je vois les choses, c'est que souvent, ils ne se parlent pas, ils ne se coordonnent pas. Et donc, à la fois sur le plan national et sur le plan international, il serait peut-être bon d'avoir une meilleure coopération, une meilleure coordination sur ces questions qui se recoupent. Et la plupart, d'ailleurs, des problématiques modernes se recoupent. Et donc, les gouvernements au niveau national ou alors au niveau international, à l'OMS, aux Nations Unies, à la FAO ou ici, devraient peut-être mieux se coordonner. Je le vois pas mal au G20 avec les questions de macroéconomie ou de commerce, des représentants des banques centrales ou des ministres de l'économie doivent interagir avec les ministres du commerce. Et vous qui avez été au Conseil des conseillers économiques, vous avez peut-être une perspective du côté américain. Moi-même, à l'époque où je travaillais aux États-Unis, j'ai été plutôt focalisée sur l'aspect micro que macro. Katie, peut-être souhaitez-vous répondre avant que nous ne prenions d'autres questions? Alors, concernant cette mesure de la diversification. Je n'avais pas connaissance de ces efforts impliquant l'intelligence artificielle, mais c'est tout à fait fascinant. Et est-ce que le SH6 peut aider? Je pense que, en réalité, il pourrait être intéressant d'engager une réflexion sur les craintes en rapport avec le SH6.
Concernant l'intelligence artificielle, l'on a eu des études passionnantes qui utilisaient différents ensembles de données. Alors peut-être que ces données ne sont pas disponibles dans tous les pays, mais cela serait un projet passionnant d'utiliser les données transactionnelles et l'intelligence artificielle pour voir dans quelle mesure les chaînes de valeur mondiale sont diversifiées. Merci, Katie. Y a-t-il des réactions de la part de l'équipe? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Marc, Hubert a réagi à votre remarque. Je ne sais pas si vous souhaitez prolonger l'échange. Nous avons un commentaire ou plutôt une question de Kachama Kachama. Pourriez-vous nous éclairer sur les capacités commerciales et le renforcement de ces capacités pour les pays en développement sans littoral, enfin en rapport avec la COVID-19, concernant les coûts commerciaux, les coûts du commerce, mais nous n'avons pas de données suffisamment exhaustives qui nous permettraient de comprendre la question des coûts du commerce dans les pays en développement. Mais je sais que Roberta a travaillé là-dessus pour que l'on comprenne mieux, que l'on ait plus de données. Mais nous avons fait un effort important sur les vaccins contre la COVID-19 et cela nous ramène à une question potentiellement très intéressante, pas directement liée au rapport, mais liée à la question de la propriété intellectuelle et de la dérogation à PIC. J'ai récemment entendu que les efforts visant à élargir l'accès aux vaccins avaient débouché sur une situation d'offre et d'accès mondial où la demande de vaccins du mécanisme COVAX a diminué et le COVAX est en train d'annuler des commandes de vaccins parce qu'ils n'ont pas de bénéficiaires qui veulent ces vaccins. Et dans des réunions que nous avons eues avec des fabricants de vaccins, avant la fin de l'année, nous savions que les capacités de production allaient se développer bien plus que le nombre d'habitants sur la planète, donc 2 fois ou 3 fois plus. Alors, on n'est pas encore arrivé à cette capacité de production, mais on voit déjà que la demande diminue, ce qui est assez surprenant, peut-être même que l'on peut trouver cela choquant. Il y a certainement des réticences vaccinales et il y a également la problématique du déploiement lent des vaccins, mais le fait est qu'il faut avoir plus de diversification géographique de la production des vaccins, certes, mais je crois que nous devons également tenir compte de la question de la coordination pour faire en sorte que les capacités de production et leur répartition géographique correspondent à la demande. Et connaître cette demande à l'avenir sera difficile. Et sinon, nous risquons de créer des capacités pour lesquelles il n'y aura pas de demande et donc le coût sera élevé. Je ne suggère pas que nous le fassions, mais je pense qu'il faut vraiment que les gouvernements s'assoient autour de la table et réfléchissent aux aspects économiques, sociaux et psychologiques d'une telle question et que l'on arrive à une coordination internationale sur cette question des capacités. Désolée d'avoir été aussi long. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir aux observations qui ont été faites dans la partie questions-réponses? Personne parmi les panélistes ne souhaite intervenir. Il y a une question qui a été posée au sujet des accords commerciaux régionaux et
euh, la question des dispositions sur les catastrophes naturelles. La question portait sur la facilitation des échanges. La réponse est qu'il n'y a que quelques ACR qui ont des dispositions liées à la facilitation des échanges pour les catastrophes naturelles. Un exemple, ça serait l'ACR entre le Canada et Israël qui oblige les parties à faire en sorte que les procédures douanières permettent la mainlevée des marchandises en situation d'urgence et de catastrophe naturelle. Et donc, l'idée, ça serait de prévoir des exemptions dans ce cas-là, dans le cas de catastrophe naturelle, pour faire face plus facilement aux catastrophes naturelles. Merci. Merci. Alors, une remarque dans le contexte de la COVID-19, l'un des problèmes les plus importants du COVAX, c'est que les gens changeaient, enfin, les donateurs changeaient de type de vaccin fourni au mécanisme et cela avait des retombées par la suite pour l'UNICEF et d'autres qui s'occupaient de l'acheminement en bout de course. Donc, puisque chaque vaccin nécessitait une manutention, chaîne du froid, seringue, etc., toute une logistique différente. Et donc, le fait de bien comprendre à l'avance quel vaccin était sur le point d'arriver, comment il fallait le manipuler, le transporter et qu'est-ce qu'il faudrait tout autour pour aller avec ce vaccin pour l'administrer, était difficile. Les donateurs ont essayé de bien faire, mais souvent, ils ont fourni les renseignements trop tardivement et cela a donc rendu la situation plus complexe que nécessaire. Nous arrivons au bout du temps imparti. Je vais donner la parole à Katie pour les 2 dernières minutes qui nous restent. Katie, je crois que ce rapport était très exhaustif et faisait prendre preuve d'une grande ouverture et cela nous montre que le commerce peut nous préserver face aux chocs majeurs auxquels nous sommes confrontés sur le plan environnemental ou autre. Mais ce rapport n'était pas très disert sur la façon dont nous pouvons encore faire mieux. Je pense que ce type d'étude mériterait de faire une analyse plus approfondie des coûts-avantages, des coûts-bénéfices. Comme Roberta l'a dit, on en est encore au balbutiement de ce type d'études et cela, en réalité, ne fait que ouvrir la voie à une discussion future de ces questions, à des études futures sur ces questions. Je sais que nous aurons d'ailleurs un nouveau rapport en 2022, mais j'espère que ce rapport déclenchera d'autres études de façon générale et notamment sur le terrain. Oui, merci. Nous allons continuer à suivre ces questions de manière régulière. Nous avons les yeux braqués sur 2022. Le nouveau rapport portera sur le commerce et le changement climatique. Une question tout à fait passionnante. Nous espérons qu'il sera aussi ouvert et intéressant que possible. Et les questions d'efficacité et d'équité du système commercial mondial seront traitées, et pas uniquement l'une des deux. Et ce rapport sera publié après mon départ. Alors, bon courage à toute l'équipe qui planche dessus, euh, José Antonio notamment, et j'espère pouvoir le lire et en prendre connaissance, mais avec d'autres fonctions à ce moment-là. Merci beaucoup à Kelly d'avoir été avec nous depuis la Californie. Merci à tous les participants qui nous ont suivis. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Nous mettrons à disposition l'enregistrement sur notre site Internet. Continuez à nous suivre. Nous risquons d'organiser des séances de dialogue sur d'autres sujets à l'avenir. Merci en tout cas pour votre participation. Merci à tous et bonne fin de journée à tous, où que vous vous trouviez. Merci.